Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de la CGT. Et nous avons parlé il y a quelques semaines de la scission de la CGT entre CGT et CGTU. Maintenant, il nous faut donc parler de ces deux syndicats et de leur division, mais aussi du coup du processus de réunification qui va avoir lieu par la suite entre 1934 et 1936. Nous allons d'abord commencer par parler de la CGTU puis de la CGT. Nous serons un peu plus longs sur la CGTU parce que c'est le syndicat sur lequel il y a eu le plus de travaux d'historiens et que techniquement la CGT actuelle est plus héritière de la CGTU que de la CGT. C'est paradoxal, mais la CGT de cette période a plus du coup par la suite été dans Force ouvrière que dans la CGT actuelle. Mais nous allons quand même dire un certain nombre de mots sur ce syndicat également. Du coup, la CGTU est un nouveau syndicat qui se crée en 1922 et qui va rapidement se rapprocher des partisans de l'URSS, de l'Internationale syndicale rouge, du Parti communiste français, mais ce n'était pas forcément automatique dès le début, puisque les courants anarchistes disposaient d'une certaine influence au sein de la CGTU au début. Historiquement, le courant révolutionnaire syndical était dominé par les anarchistes, donc ils étaient encore influents. Et au tout début, il y a le refus de l'affiliation, des liens avec les partis politiques, des critiques de l'URSS, mais rapidement la situation évolue. Puisque dès la première année, il y a un congrès durant lequel les communistes arrivent à faire adopter l'adhésion à l'ISR, l'Internationale syndicale rouge, qui défend le fait que les syndicats doivent être liés aux partis politiques communistes. Alors, cette position de l'ISR avait provoqué des remous au sein du courant révolutionnaire de la CGT, et les communistes doivent quand même faire quelques concessions aux anarchistes. Cependant, par la suite, ils renforcent une nouvelle fois leur position en 1923, puisque là, le congrès de Bourges permet aux communistes de rassembler plus de 1100 voix pour l'adhésion à l'ISR, contre un peu plus de 200 contre. Donc là, la victoire est assez large, et pour les anarchistes, c'est difficile de défendre l'idée d'une internationale révolutionnaire sans l'URSS, qui est à l'époque le seul pays où la révolution s'est faite et où on pense encore qu'elle donne quelque chose. Même si dans les faits, très rapidement, on va être très loin des idéaux anarchistes et même des vrais idéaux communistes en URSS, mais c'est pas encore quelque chose de perçu et ça sera perçu que bien après et progressivement. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, clairement, les anarchistes sont alors en minorité et sont de moins en moins en position de force face à l'aura dont dispose encore l'URSS au sein des révolutionnaires. On a donc la démission des opposants à l'adhésion à l'ISR et à l'affiliation aux partis politiques. Et progressivement, les anarchistes partent, surtout du coup en 1924, on a le départ. On a également la même année Pierre Monade, qui est une figure importante aussi des révolutionnaires historiquement, qui est exclu du Parti communiste. Ils fondent un nouveau syndicat qui va devenir la CGT socialiste révolutionnaire en 1926, qui par la suite donnera la CNT. D'autres anarchistes vont également rejoindre la CGT, qui est certes plus réformiste, mais plus démocratique et permet un peu plus d'autonomie en interne en termes de moyens d'action. Et donc il y aura un courant minoritaire révolutionnaire assez marginal, mais où on trouvera des anarchistes et des trotskistes au sein de la CGT. La jeune CGTU a également des débats sur la question de l'organisation interne, avec d'un côté les partisans plutôt d'une organisation fédéraliste, donc avec une forte autonomie locale, avec donc une forte autonomie des fédérations de métiers et du local, donc ça c'est plutôt la position des anarchistes, et les partisans du centralisme, plutôt les communistes. Et c'est plutôt eux qui vont l'emporter. Et donc on aura un centralisme de la CGTU qui va se renforcer durant les années suivantes. C'est un syndicat du coup avec des positions plus dures, plus radicales et prenant la lutte comme moyen d'action privilégié. Là où la CGT du coup est plus sur la négociation et la lutte comme dernier recours. Donc il y a des grèves, elle lance facilement des grèves, parfois du coup assez isolées et qui seront souvent des échecs. Ces grèves sont également souvent assez fortement réprimées et parfois elles se font non pas uniquement sur des questions de travail, donc les conditions de travail, conditions de rémunération, etc., mais aussi sur des questions politiques, pour dénoncer l'antisoviétisme de la politique gouvernementale, mais également l'anticolonialisme, avec par exemple des mouvements contre la guerre du Rif, ou aussi il y a eu un mouvement contre l'occupation de la Ruhr, du coup en 1923. Donc on a vraiment aussi un syndicat qui prend position sur les questions politiques, suivant la ligne du Parti communiste, même si ces questions-là sont loin d'être celles qui mobilisent le plus sa base. En termes d'organisation aussi, ce qu'on peut préciser, c'est qu'officiellement, il n'y a pas un dirigeant. Il y a un secrétaire général, mais qui n'est pas censé être un dirigeant officiellement. Dans les faits, c'est un dirigeant, même s'il y a une direction collégiale autour. Et ce dirigeant est toujours un communiste. Donc on voit par là le ministre du Parti communiste de plus en plus forte. Comme je l'ai dit, à partir de 1924, les anarchistes partent. Il y a une opposition qui continue d'exister jusqu'en 1931. Et après, voilà, c'est de plus en plus un monolithe et uniforme en termes dans la direction, même si dans la base, il y a un peu plus de variation. On a également une politique de fusion des fédérations de métiers. On passe ainsi de 39 fédérations en 1922,
29 en 1925 et seulement 24 en 1927. Donc on a des fusions pour diminuer ce nombre de fédérations, notamment certaines qui étaient très petites en termes d'effectifs et qui sont rassemblées dans des plus grandes. On a également le poids des unions départementales qui recule au profit à la fois des unions locales et du régional. L'échelon départemental perd en importance au sein de la CGTU. Et là, par contre, c'est quelque chose qui ne sera pas gardé dans la CGT par la suite, même si elle est héritière de la CGTU. On a aujourd'hui comme des unions départementales qui sont assez importantes. En termes d'effectifs, d'abord, ça croît jusqu'en 1926. Un nouveau syndicat, ça attire de nouvelles personnes. Alors certes, il y a les départs des anarchistes, mais on a quand même globalement des nouveaux adhérents qui arrivent. Donc voilà, jusqu'à cette date-là, ça progresse. Et à partir de 1928, par contre, ça baisse après 2 années d'une certaine stabilité. Alors là, c'est approximatif, puisque c'est dur de savoir vraiment quel est le nombre d'adhérents. Parce que d'un côté, on a les chiffres avancés par le syndicat, qui sont forcément biaisés. On a les chiffres de la police, qui peuvent être biaisés par la crainte ou par l'envie de réduire l'importance du syndicat. Et on a l'étude du nombre de cartes qui sont distribuées, et aussi du nombre de timbres. Il faut voir que du coup, une carte, c'est 12 timbres, 1 par mois, payés du coup en adhésion. Le problème, c'est que dans l'année, on a des cartes qui sont distribuées, mais on a des adhérents qui arrivent en cours d'année ou qui partent en cours d'année. Donc là, on a des adhérents qui peuvent être comptés dans l'année comme adhérents, mais qui ne le sont pas en même temps. Quelqu'un peut être adhérent un seul mois. Sur le nombre de timbres aussi, si on divise par 12 le nombre de timbres, on n'a pas le bon chiffre, parce que on va avoir aussi pas mal d'adhérents qui ne payent qu'une partie de leur timbre dans l'année, 5, 6, 7, voilà. Et ceux qui ont adhéré en cours d'année ne vont pas être comptés totalement. Donc, vous voyez, en fonction de comment on compte, on n'aura pas le même chiffre. Cependant, si on prend les chiffres avancés par les historiens, les estimations, on est à peu près à 350 000 du coup au moment de sa formation, et en 1926 au moment de sa apogée, on est entre 430 000 et 470 000. Avant de rebaisser du coup, et en 1934, on estime qu'on est plutôt autour des 260 000 adhérents. Donc ça a quand même bien diminué, avec à la fois le problème de la répression, qui quand même démobilise les adhérents, fait que certains préfèrent quitter le syndicat plutôt que de subir cette répression. Certains sont en prison et peuvent donc difficilement adhérer. La division, la ligne anti-CGT, anti-social-démocrate déplaît aussi, une partie de la base n'est pas d'accord avec elle. On a également les faits de purge, donc on a des départs avec ça. Et dans le même temps, on a la perte d'influence du Parti communiste dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, sur le plan électoral et surtout sur le nombre d'adhérents, qui joue évidemment sur le syndicat affilié. Et pour ce qui est du coup de sa base, c'est plutôt un syndicat de cheminots qui représente 1/4 de ses adhérents. On a également tout ce qui va être métallo, le bâtiment, et on a 1/3 des adhérents qui sont en région parisienne, qui est vraiment le gros bastion géographique de la CGT. Voilà, on a fait un petit tour de ce syndicat et on peut donc désormais passer à la CGT. Donc le syndicat rival. De son côté, si on regarde en termes d'effectifs, il recule. Avec la scission, on a évidemment un certain nombre de départs, mais ils vont remonter et on est à 500 000 en 1928, 577 000 en 1930, mais ils vont rediminuer par la suite dans les années 30, dans le contexte de crise avec l'augmentation du chômage, on a moins d'ouvriers, donc des départs, on a aussi plus de répression vers les syndicalistes et on peut plus facilement licencier un syndicaliste quand il y a du chômage, puisqu'on trouvera plus facilement quelqu'un pour le remplacer. Donc dans ce contexte, les syndicats en général perdent en adhérents et la CGT passe en dessous des 500 000 en 1934. C'est un syndicat particulièrement implanté dans certaines fédérations, l'habillement, le transport, le livre, et d'une organisation réformiste. Comme je vous l'ai dit, à la différence de la CGT est très révolutionnaire, au contraire, la CGT défend la négociation. Pour elle, la grève, c'est le dernier recours lorsque la négociation a échoué, et son objectif, c'est d'intégrer le monde ouvrier à la société. Et d'être un interlocuteur privilégié à la fois pour le gouvernement, le patronat, les autorités locales, etc., différentes institutions publiques, comme elle avait été pendant la Première Guerre mondiale, ou surtout ce qui concernait le travail, les conditions de travail, la CGT était un interlocuteur reconnu durant cette période, et elle veut poursuivre sur cette ligne-là, et donc soutenir des réformes sociales, intervenir dans le Bureau international du travail également, etc. Et donc on a donc deux syndicats qui ont une stratégie clairement différente. Les deux syndicats reconnaissent qu'il existe des classes sociales, qui est la classe du prolétariat et la classe de la bourgeoisie, mais la CGTU considère que ces deux classes doivent forcément s'affronter. Du côté de la CGT, on considère qu'il faut que la classe ouvrière, le prolétariat, soit intégrée dans la société et que la démocratie bourgeoise ne soit plus une démocratie bourgeoise en intégrant le prolétariat et une démocratie qui dépasse ces classes-là. Pour résumer la vision de la CGT alors, et qui est donc en fait, comme je l'ai dit, dans la lignée de la politique menée durant la Première Guerre mondiale. Ce qui fait qu'au final, pour la CGT de l'époque, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la CGT actuelle, ce serait plus l'équivalent de force ouvrière aujourd'hui, la rupture n'est pas la scission de 1922, mais la Première Guerre mondiale. La scission de 1922 ne fait que confirmer les évolutions précédentes liées à la Première Guerre mondiale, et la rupture suivante sera plus la période 1936 avec la réunification, puis la Seconde Guerre mondiale, et la mainmise des communistes du coup sur la nouvelle CGT avec leur renforcement.
et donc par la suite la scission qui donnera naissance à Force ouvrière. Mais on a voilà, une continuité entre 1914 et après 1922. On a donc aussi sur l'aspect réformiste le développement des œuvres sociales, du mutualisme, un rapprochement avec la SFIO, même si elle reste très indépendante hein, du parti politique. La SFIO ne cherche pas à diriger le syndicat, ne cherche pas à intervenir sur les questions des combats que doit mener le syndicat, dans les grèves, mais indéniablement, les dirigeants de la CGT de l'époque ont quand même une certaine proximité avec la SFIO et c'est plutôt vers là que ça vote. Il y aura cependant une certaine radicalisation de la CGT après 1931, lorsque les effets de la crise économique se font sentir en France, qu'on a une augmentation du chômage, etc. La situation des travailleurs devient plus difficile et donc on va un peu plus vers la lutte, à chercher quand même à défendre les conditions de vie et de travail des ouvriers et on peut avoir un certain rapprochement sur certaines revendications de la CGTU, quelques grèves communes, mais la stratégie reste quand même assez différente entre les deux syndicats. Du coup, c'est quoi les revendications de la CGT? Alors déjà, on a des combats pour faire appliquer la législation sociale. La journée de 8 heures qui a été obtenue en 1919 est loin d'être appliquée partout, ça j'en parlerai dans une vidéo, mais donc la CGT se bat pour le faire appliquer. Pareil pour faire appliquer les conventions collectives, les étangs. La CGT demande également la mise en place d'assurance sociale, de nationalisation, un planisme aussi, qui est un peu la ligne défendue, c'est-à-dire une politique planifiée avec des nationalisations, mais sans exclure une propriété privée aussi d'une partie de l'économie. On ne met pas fin au capitalisme, mais plutôt à vouloir défendre une économie mixte. Cependant, cette situation de division affaiblit les deux syndicats. On a des militants qui ne savent pas trop lequel choisir des deux, donc ils ne vendront aucun. On a des militants aussi qui dépensent de l'énergie, du temps à s'affronter mutuellement, à s'attaquer dans les tracts, dans les journaux, dans la presse, etc. Donc on a de l'énergie dépensée dans un combat fratricide plutôt que dans un combat pour défendre les ouvriers. Et donc voilà, on a une période où le syndicalisme est en difficulté, les grèves sont souvent des échecs, donc c'est pas la joie, et ceux qui défendent l'union au sein des deux syndicats sont minoritaires. Jusqu'en 1934. Et là, on a une rupture. Alors, les raisons du coup de ce processus de réunification de la CGT qui s'entame à ce moment-là sont globalement les mêmes que celles de la formation du Front Populaire. D'un côté, des causes nationales, et d'un autre côté, des causes internationales. Au niveau national, on a la peur du coup d'État fasciste du 6 février 1934, qui n'était pas un coup d'État fasciste, même pas une tentative de coup d'État fasciste. Pour certains, si, ça l'était, mais c'était des ligues un peu dispersées, sans vraiment de projet commun, ni de leader à mettre en place, d'accord sur pas grand-chose à part leur opposition à la République, qui, pour certains, ont tenté de prendre l'Assemblée, mais sans vraiment savoir ce qu'ils auraient fait s'ils avaient réussi à la prendre. Donc, la menace était moindre. Cependant, indéniablement, ça a été perçu comme une menace de coup d'État fasciste, ça a provoqué une peur de l'extrême droite, et ça a poussé la gauche à vouloir se rassembler sur le plan politique et sur le plan syndical. Et on a des manifestations communes en réaction, des cortèges, d'abord on a des cortèges séparés qui se tiennent, mais qui sont fusionnés, et on a vraiment une base qui pousse à l'union très fortement à ce moment-là, et ça pousse du coup les syndicats à se rapprocher. Dans le même temps, au niveau international, on a l'URSS qui change de stratégie, qui veut pousser les organisations qui lui sont affiliées à s'intégrer dans la vie politique et démocratique des différents pays, afin de pousser ces pays à se rapprocher de l'URSS, puisque celle-ci a peur d'une attaque de l'Allemagne, où Hitler arrive au pouvoir en 1933, et donc cherche des alliés. Donc elle va pousser les partis communistes et les syndicats à cesser l'isolement. Donc dans ce contexte, la CGTU va proposer des actions et revendications communes à la CGT, puis la réunification. Donc la CGT va d'abord être assez réticente à cette union, mais progressivement, elle va accepter le principe, et les discussions vont s'ouvrir. Celles-ci débutent le 9 octobre 1934 et vont durer plusieurs mois, avec quand même un certain nombre de questions qui doivent être réglées, qui avancent assez lentement, sur la question du rapport aux partis politiques, la place des responsables politiques qui sont aussi adhérents des syndicats, quelle place aussi du coup des différents courants, est-ce qu'on reconnaît officiellement ces courants au sein de la CGT, etc. Et on a quand même une certaine réticence pour certains de la CGT d'accepter d'intégrer les communistes dans le syndicat commun. Mais face à une pression de la base pour l'union et l'union qui se fait de plus en plus sur le plan politique, le principe de la réunification de la CGT est abouti avec du coup deux congrès le 23 et 27 octobre 1935 de ces deux syndicats qui, de chacun de leur côté, décident de se réunir, ce qui va conduire en mars 1936 à un congrès commun donnant naissance à la CGT réunifiée. Quant à la CGT SR, de son côté, elle va rester à part et du coup, après qu'elle sera interdite donc en 1939, plusieurs de ses membres vont participer à la résistance, puis participer à la formation de la CNT, avec également d'anciens de la CNT espagnole qui étaient venus en France du coup après la défaite dans la guerre d'Espagne, formant du coup un nouveau syndicat
dont je vous parlerai sûrement un jour. Malgré cette unification, les tensions ne vont pas disparaître entre les deux courants. Il y aura une lutte entre les deux anciens syndicats pour le contrôle de l'organisation réunifiée, avec des communistes qui vont gagner en influence progressivement. Mais la vague révolutionnaire de 1936 va leur être favorable. Mais ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo qui portera sur la CGT et le Front Populaire. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!